Eric, toi, donc, on l'a dit, tu es à la tête de Lex.be et c'est un petit peu le point de départ, on va dire. Les personnes ont le réflexe Google. Donc, quand ils font une recherche, ils commencent par chercher sur Google. Mais du coup, est-ce que les avocats n'ont pas aussi tendance de plus en plus à avoir ce réflexe quand ils font leurs recherches? Et je voulais voir avec toi, d'abord, première petite question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est l'information qui a encore de la valeur ou c'est plutôt comment on la traite, comment on y a accès, comment on l'utilise et finalement aussi, quelque part, comment est-ce qu'on peut faciliter l'analyse de ces informations? Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Oui, s'il est vrai que peut-être l'information pure et simple ne devrait plus être la valeur primordiale aussi pour l'avocat. Franchement, allez, un accès, je pense, un accès à l'information pertinente et complète, ça reste encore toujours indispensable, je pense, dans le métier de l'avocat. Maintenant, le problème en Belgique, c'est vraiment ça qu'avec l'accès aux données juridiques, c'est que oui, l'accès reste très fragmenté, inadéquat, même voire inexistant souvent. Et les données sont disponibles quelque part sur des bases de données, multiples bases de données. Il y a des données un peu partout. Il y a peut-être une cinquantaine de bases de données qui existent quelque part. Il y a des moteurs de recherche qui ne marchent pas tellement bien. Les bases de données existent déjà depuis une vingtaine d'années, donc ce sont vraiment des bases de données old school. Si on doit faire aussi une recherche, il faut encore toujours utiliser un moteur avec un thésaurus. Et ça c'est quelque chose, oui, certainement, les avocats d'aujourd'hui ne veulent plus travailler comme ça. Ça doit être vraiment disponible d'une autre manière. Donc, oui, puis on a aussi donc le problème, et bon, ça reste encore toujours un point que je voudrais toujours faire l'attention, c'est le problème aussi de l'ouverture aussi de la jurisprudence en Belgique. Il y a certainement déjà certains collègues aussi qui sont plus aussi dans le débat. Mais ça reste encore toujours très pénible. Tu veux dire le open data? Le open data, exactement. Il y a une directive européenne de 2013 qui impose aux États aussi de faire ouvrir toutes sortes de données aux citoyens. Et ça inclut aussi la jurisprudence, parce que la jurisprudence est aussi considérée comme de open data. Et l'idée, c'est vraiment que si quelque chose a été créé avec les fonds des citoyens, c'est aussi normal que les citoyens en général peuvent alors récupérer aussi les résultats, les données, les outcomes, etc., pour alors en profiter, pour alors peut-être plus aller approfondir, aller plus en détail, analyser les chiffres, etc. Donc, en fait, oui, la valeur de l'information en tant que telle n'est plus là, mais je pense quand même que l'avocat aujourd'hui aussi, il y a beaucoup de cabinets d'avocats aujourd'hui qui sont vraiment ceux qui accumulent beaucoup d'informations. Ils ont beaucoup de données juridiques, de la jurisprudence interne, non publiée, des conclusions, des avis, des mémos, etc. Je pense que la valeur de l'avocat, c'est plutôt vraiment d'essayer de extraire les données qui sont plutôt pertinentes pour le client, pour le cas en question, d'analyser et les informations qui sont plutôt pertinentes et de reproduire, transformer ou de traduire cette information pertinente en réponse adéquate pour le client, en solution adéquate pour le client en général. Et du coup, je rebondis sur ce que tu dis, mais du coup, est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt à mieux organiser le partage de ces connaissances au sein même de chacun des cabinets? Parce que, comme tu dis, on accumule plein de choses, mais ce qu'on a aussi parfois, c'est des avocats
même si on est en cabinet, on ne va pas spécialement parler entre nous. Voilà, il peut y avoir aussi un morcellement du knowledge management, qu'on peut dire, même dans un cabinet où, par exemple, cette histoire de open data, de l'avoir même déjà à l'intérieur du cabinet, et comment est-ce qu'on peut faire aussi? Oui, absolument. Ça reste encore toujours un problème. Allez, bon, on rencontre enfin, chaque semaine plusieurs cabinets d'avocats. Et là, ça se fait que, allez, bon, il y a encore beaucoup de cabinets d'avocats et je suis encore toujours très étonné que ça existe encore toujours aussi, mais il y a vraiment beaucoup de cabinets d'avocats dans lesquels ils disent ah oui, mais bon, ça c'est peut-être quelque chose qu'on ne peut pas partager avec ce département-là parce qu'il ne veut pas partager non plus déjà de l'information. Chacun a sa petite bibliothèque perso. Oui, chacun a encore, oui, effectivement, sa bibliothèque sur son ordinateur. Il n'y a pas encore trop de gestion de connaissances en général aussi. Mais enfin, je trouve aussi que quand même, qu'il y a beaucoup de raisons aussi pour quand même essayer de mieux gérer aussi les connaissances aussi en général. D'abord, il y a déjà beaucoup d'informations disponibles au sein du cabinet d'avocats. Oui, on parle souvent avec des académiens qui disent aussi ah oui, j'ai rencontré encore un collègue dans le couloir. On a commencé de parler aussi dans certains cas et apparemment il apparaît que mon propre collègue aussi, il avait déjà rédigé un avis aussi sur le même thème, sur les mêmes topics sur lesquels moi je voudrais encore faire quelque chose, rédiger quelque chose, communiquer quelque chose à mon client. Donc, allez, bon, il faut vraiment trouver un outil, une solution sinon pour toujours éviter de réinventer sur la roue. Et c'est ça qui joue maintenant. Et je pense que la plupart des avocats ici peuvent certainement confirmer cette sorte de situation. Et donc là, il y a certainement encore un facteur de perte de temps et de connaissances en général aussi. Mais deuxièmement, je pense aussi que si on peut plus partager de l'information en général entre les collègues, entre les membres aussi du cabinet d'avocats, ça va certainement encore, c'est presque indispensable aussi pour assurer non pas uniquement l'efficacité et la collaboration entre collaborateurs, mais surtout aussi pour améliorer, assurer la qualité de la vie que vous faites et vous communiquez aux clients. Oui, c'est hyper important. Mais du coup, on pourrait penser avoir en fait dans un cabinet une sorte de mini Google du cabinet en fait. Est-ce que ça, ce serait envisageable justement avec les outils qui existent déjà, de dire ok, on trie l'information, on l'organise d'une certaine façon pour que tout le monde dans le cabinet puisse par exemple faire une petite recherche et trouver directement. Mais bon, ça nécessite de partager aussi ses sources, du coup. Oui, voilà. Et c'est ça qu'on a fait avec l'Expo-MBE, par exemple, aussi. Donc, la technologie nous permet aujourd'hui aussi de rassembler plusieurs ressources aussi et de faciliter la recherche, non pas uniquement dans des sources juridiques disponibles, qui sont publiquement disponibles quelque part, mais aussi combiner ça avec votre propre bibliothèque interne. Maintenant, le problème est aujourd'hui de plusieurs cabinets d'avocats, ce sont vraiment des usines à papier. Et il y a vraiment, peut-être avec l'exception aussi des cabinets notaires aussi, mais ça reste encore toujours un monde sur lequel il y a encore fait beaucoup d'informations sur papier. Et là, donc l'accès à l'information reste très fragmenté, pas toujours bien partagé, pas toujours bien disponible, non pas uniquement pour les autres collègues, mais certainement pas pour les autres citoyens ou les justiciables qui sont à la recherche aussi de l'information pertinente. Et donc une première étape, ce serait de passer en paperless alors. Donc par exemple de digitaliser les sources papier et puis les organiser alors dans une... Absolument, oui. En moyenne, je pense que la plupart, je pense en moyenne, on perd en tant qu'avocat, on perd plus ou moins 50% de notre temps à la recherche
de l'information pertinente. Ça, c'était une question suivante que j'avais pour toi. Ah oui, ok. C'était, Non, mais qu'est-ce que tu voulais dire avec ces 50% de... Ah oui, mais ça veut dire effectivement qu'il y a vraiment une grande opportunité là de travailler avec des outils aussi qui peuvent vraiment mieux aider à trouver aussi l'information pertinente, de collaborer ensemble et oui, effectivement aussi de mieux gérer aussi donc, les connaissances en général. Ouais. Mais du coup, ce que je voulais dire en rebondissant sur la perte de temps qu'on passe à faire toutes ces recherches, etc. En fait, quand même, traditionnellement, le temps qu'un avocat passe à faire des recherches, c'est une grande partie quand même de notre travail. Mais du coup, ce que j'entends aussi très souvent, c'est de dire, oui, mais si on automatise ces recherches, si on automatise ce temps qu'on passe à chercher l'information, finalement, ce temps qu'on ne va pas passer à faire les recherches, on ne pourra pas le facturer, mais du coup, on va avoir un chiffre d'affaires moins élevé. Donc, en fait, il y a cette histoire du taux horaire, en fait. Et aussi en tant qu'ancien avocat, ça m'intéressait d'avoir ton point de vue là-dessus, de dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose que les avocats doivent craindre, de libérer du temps en automatisant certaines choses, parce que finalement, ce temps-là, on peut l'utiliser pour faire d'autres choses avec une plus grande valeur ajoutée. Mais du coup, qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que l'automatisation, c'est positif, ça libère du temps, mais ça a quand même un impact peut-être sur le chiffre d'affaires. Oui, absolument. Le secteur juridique, je pense que c'était aussi donc Christophe qui avait parlé aussi d'autres secteurs aussi. Mais en général aussi, le secteur juridique est un des secteurs maintenant, un des derniers secteurs, je pense, dans lesquels l'innovation en tant que telle n'a pas encore suffisamment percé. Et là, je pense qu'il y a quand même pas mal de défis qui sont liés à la transformation juridique. Et il y a de plus en plus de concurrence interne, concurrence d'autres avocats, même d'avocats qui sont vraiment très spécialisés. Si moi, demain, je veux chercher donc, un spécialiste en droit de la protection de la vie privée, oui, il y en a peut-être une centaine à Bruxelles que je peux contacter. Donc, il y a de plus en plus aussi de concurrence. Le marché est plutôt maintenant, je pense aussi, dirigé par les clients, les justiciables, et plus jamais par les Donc fournisseurs le aussi client, de il a envie que services. ça aille vite. Il a envie d'avoir la réponse tout de suite. Donc Voilà. si on a automatisé certaines choses dans le cabinet, ben, du coup, on sera plus compétitif puisqu'on pourra donner une réponse plus rapide aux besoins du client. Bah oui, mais je veux dire aussi que oui, c'est vraiment maintenant un marché des consommateurs qui dirige le marché, qui disent voilà, oui, on demande vraiment une réponse assez vite. Il y a de plus en plus de pression sur les tarifs. Et oui, le modèle classique du cabinet d'avocats maintenant est vraiment de plus en plus en pression, hein, parce que bon, on travaille tout souvent encore avec le modèle de facturation à l'heure. En néerlandais, on a une bonne expression, uurtje factuurtje. Ce système est vraiment, oui, désolé, mais bon, il y a de plus en plus de clients qui demandent vraiment un système de facturation lié à la valeur apportée. Ça peut être un prix fixe et ça peut être donc un autre système aussi de valorisation, mais pas nécessairement le système classique aussi de facturer à l'heure. Le modèle de facturer à l'heure, c'est vraiment n'incite pas vraiment de restructurer l'organisation du cabinet d'avocats dans un modus de travailler de plus efficace.